Tout le travail social de la démocratie chrétienne, d'ailleurs réel, consistait ainsi à créer des centres de mères, des centres de jeunes, des conseils de quartier, une poussière de petites communautés séparées dont l'ensemble formerait une société harmonieuse et sans revendication. Yo estoy convencido que el cambio en nuestro país lo podemos hacer sin odio. Y yo creo que la mujer está limpia de odios cuando es mujer. Le 17 décembre 71, la démocratie chrétienne convoque les femmes au stade national. Nouvelle manifestation de masse. La droite est en train de découvrir la puissance des armes traditionnelles de la gauche. Il lui reste à coaliser assez de mécontentements divers, par exemple certains cadres renvoyés des usines nationalisées, pour que ces armes deviennent opérationnelles. Ainsi, sa base s'élargit et la rue se met à jouer un plus grand rôle que les sanctuaires de la démocratie formelle. La bourgeoisie avait longtemps compté sur les institutions façonnées par elle-même pour exercer le pouvoir. En quittant le Chili, Fidel rappelait que les systèmes sociaux que les révolutions bouleversent ont beaucoup d'années d'expérience. Ils ont accumulé des cultures, ils ont accumulé des techniques, ils ont accumulé des trucs de toute espèce. La Cour suprême, la Cour des comptes et le Parlement étaient d'assez bons trucs. La majorité parlementaire issue des élections de 1969 bloquait systématiquement tout travail législatif proposé par l'unité populaire. La Constitution était un dogme, une chose intangible à laquelle on ne pouvait rien retrancher ni surtout ajouter. Seulement Allende aussi connaissait des trucs. Et les articles de loi promulgués en 1932 par le bon Marmadio Grové pendant ces 12 jours de République socialiste et que personne n'avait pensé à abroger depuis, lui servaient à faire passer son programme de nationalisation. Les administrateurs de la bourgeoisie au Parlement s'apercevaient soudain qu'ils étaient moins efficaces que leurs administrés au dehors. Il fallait recourir à des méthodes de lutte plus directes, et puisque la gauche avait piégé la droite sur le front juridique, la piégeait à son tour sur le front de la production. L'industrie du cuivre offrait à l'opposition un excellent terrain de manœuvre. Elle y avait des alliés naturels, les agents techniques qui, dès mai 71, s'étaient mis en grève. Payés en dollars, jouissant d'un niveau de vie presque comparable à celui des cadres supérieurs, généralement américains, ces super contremaîtres étaient les seuls Chiliens concrètement lésés par la nationalisation. Les ouvriers n'étaient pas non plus un bastion sans faille. Très favorisés sur le plan du salaire, leur esprit de revendication procédait beaucoup plus de la défense de leurs avantages que de la solidarité de classe. Si hay huelga en el cobre, en el acero o en el carbón, las consecuencias para el país son muy fuertes. Lo mismo que hay en ferrocarriles. Entonces ahí se necesita la conciencia de los trabajadores. Para decirles que ellos no pueden, porque son trabajadores que pueden presionar fuertemente, no pueden hacerlo contra el gobierno, porque este es su gobierno. Ellos son gobierno. De allí que nosotros no aceptemos que haya trabajadores privilegiados, que haya, como lo digo, aristocracia obrera en el sentido de la remuneración o del trato. La grève des superviseurs du cuivre allait en tout cas marquer une nouvelle étape de cette fédération des mécontentements qui était le but stratégique de la droite. La naissance d'une association de techniciens, de cadres et de professions libérales, la CUPROCH. Bien, actualmente yo soy presidente de la Confederación Única de Profesionales de Chile, que agrupa a unos 50.000 profesionales, trabajadores con calificación profesional que prestan sus servicios en distintas industrias o reparticiones del país. Cette façade sociale devant la voie chilienne de résistance au socialisme rejoignait les préoccupations de l'Institut pour le développement du syndicalisme libre, bras latino-américain de la puissante centrale AFL-CIO. Depuis la guerre froide, cet institut, financé par le gouvernement des États-Unis, l'ITT, l'Anaconda et autres entreprises multinationales, organisait en Amérique latine des stages et des séminaires de perfectionnement pour cadres syndicaux. Les plus brillants de ses élèves étaient ensuite envoyés dans son centre de formation de Front-Royal en Virginie. Entre 70 et 72, près de 3000 participants chiliens avaient été ainsi pourvus à parts égales de bourses d'études et d'enseignement idéologique. C'est par cet intermédiaire qu'arrivait dans leur pays l'une des deux seules formes d'assistance technique maintenues par les États-Unis, l'autre étant l'aide militaire.
Sous l'impulsion de leaders formés à l'Institut de syndicalisme libre comme Rulio Bassan, le front de la petite bourgeoisie s'organisait. Au cours de l'année 72, les collèges professionnels d'ingénieurs, d'avocats, de médecins, de dentistes, de comptables rejoignaient la Coupe-Roch. Est-ce que cela signifie que toute la petite bourgeoisie s'identifie à une organisation? Non. Dans cette partie, la petite bourgeoisie n'est pas un acteur, elle est plusieurs acteurs, mais elle est surtout un enjeu. Et si la gauche attire encore à elle une certaine part de chaque catégorie professionnelle, c'est la droite qui ramasse de plus en plus majoritairement cet enjeu. À côté de la Coupe-Roch, deux grémios l'y aident puissamment, celui des petits commerçants et celui des camionneurs. Accompagnée des catégories déjà mobilisées que sont les femmes et les étudiants, cette résistance poujadiste donne enfin à la bourgeoisie les moyens de sa ligne de masse. Esa resistencia acude a los procedimientos clásicos, más desarrollados. Y son procedimientos que nosotros calificamos de fascistas. Y que tratan, por tanto, de ganar masa. Masa con la demagogia, si es posible, en los sectores más atrasados de las capas humildes. Y ganar masa en las capas medias. Y entonces ahora falta una cuestión por demostrar. Si esos intereses se resignarán pasivamente a los cambios de estructura que la Unidad Popular y el pueblo chileno han querido llevar adelante. Y es de esperar, si nosotros vamos a analizar teóricamente esta cuestión, que hagan resistencia fuerte e incluso hagan resistencia violenta. Tout commence par une grève des transports, ce qui au Chili n'est pas rien. Géographiquement, le Chili est une route nationale de 4000 km, d'où l'on voit la montagne à droite et la mer à gauche. Paralyser les transports routiers et les transports en commun, c'est couper les lignes de ravitaillement, désorganiser les industries, bloquer les approvisionnements, détraquer la vie quotidienne. L'ingéniosité populaire et l'initiative individuelle répondent comme elles peuvent, mais il est certain que le premier champ de bataille a été judicieusement choisi. Qui sont ces camionneurs grévistes? Des travailleurs en colère? Pas exactement. La Confédération nationale des propriétaires de camions regroupe sous la même étiquette ceux qui possèdent un camion et ceux qui en possèdent une flottille. La plupart des membres de sa direction sont des propriétaires fonciers expropriés qui ont réinvesti dans ce secteur clé l'argent de leurs indemnités. Le grémio des camionneurs est très bien vu à l'Institut de syndicalisme libre qui a formé une bonne partie de ses cadres. Et son président, Léon Villarin, n'est pas inconnu de ceux qui ont suivi le procès de Jimmy Hoffa, le fameux gangster syndicaliste des États-Unis, où les camionneurs ont aussi leur mafia. Quelques camionneurs fidèles à l'unité populaire tentent d'assurer un minimum de transport. Alors, la guérilla commence. Les Miguelitos, petites araignées de fer, sont l'arme favorite des saboteurs. On en ramasse sur toutes les routes. L'opposition a lancé le mot d'ordre de lutte par tous les moyens, peu importe si en crevant les pneus des camions on s'attaque aux voitures particulières ou aux ambulances. C'est du mini-terrorisme, mais c'est déjà du terrorisme. Le temps n'est plus aux disputes sur la légalité, le gouvernement est l'ennemi à abattre. Au même moment, les cargaisons de cuivre embarquées à Valparaiso, à destination de l'Europe, font l'objet d'une demande de saisie de la part de la Kennecott, qui s'estime volée par la nationalisation. En fait, Allende a mis en regard les bénéfices excessifs de la société et le chiffre de son indemnisation. C'était encore elle qui devait de l'argent au Chili. Il se trouvera un tribunal français pour prononcer l'embargo provisoire. Finalement, le cuivre sera livré, mais c'est quand même une curieuse coïncidence. Autre coïncidence, la présence de la flotte américaine. Comme tous les ans, elle effectue en jonction avec la marine chilienne l'opération Unitas. Les mauvais esprits pensent qu'il n'est pas impossible que la droite ait choisi pour se manifester l'époque où elle disposerait de ce parapluie étoilé. Assez joué aux coïncidences. C'est l'offensive générale. Les petits commerçants sont les premiers à rejoindre les camionneurs. La Coupe-Roch les suit. Les universités catholiques appuient le mouvement, les facultés et les lycées se coupent en deux.
Les grandes organisations patronales appellent tous les industriels et les propriétaires terriens à fermer leurs usines et à soutenir la grève. Les partis politiques jouent le double jeu. Tout en se déclarant solidaires mais non dirigeants d'un mouvement qui va plus vite qu'eux, ils font tout ce qu'ils peuvent pour le dépasser. C'est eux qui proclament l'illégalité du gouvernement et qui mettent 4 ministres en accusation constitutionnelle. Leur rôle est pourtant moins décisif que celui des grands alliés, les représentants de l'Empire. Car la droite peut bien singer les tactiques de la gauche jusqu'à la grève générale. Il y a une chose qu'elle n'a jamais su, c'est se passer d'argent. Elle en aura. 200 millions de dollars. La grève peut durer. On met toujours en avant Villarine et ses camionneurs devenus rentiers, mais le véritable état-major de cette insurrection de la bourgeoisie, ce sont les 4 gremios du grand patronat. Nosotros pedimos a los industriales que se plegaran a este movimiento y los industriales se plegaron como personas a este movimiento. Ocurre que en muchas partes hubo paralización industrial porque además se plegaron al movimiento sectores de trabajadores tales como los profesionales, empleados bancarios, personales de salud, profesionales tales como abogados, ingenieros, desde luego hubo comerciantes, pequeños industriales, medianos industriales, en fin, toda la industria, el comercio, en fin, fue un movimiento que abarcó sectores extremadamente amplios. Le secteur le plus vulnérable de la vie quotidienne avec celui des transports est évidemment le commerce. Sommé pendant 2 ans de respecter la loi, le gouvernement entend la faire respecter à son tour. Des fonctionnaires des organes de distribution viennent déposer dans les règles les ordres de réouverture, après quoi ils font forcer les grilles. Le gouvernement décide aussi la réquisition des chaînes privées qui contrôlent encore à cette époque 70% des circuits de distribution alimentaire. Le mouvement pensait que le temps travaillait pour lui. La paralysie du pays dresserait le peuple contre le gouvernement impuissant capitulerait devant l'opposition, le schéma était simple. La réalité est plus subtile. La droite avait cru mettre l'unité populaire dans une situation impossible. Elle l'a mise dans une situation difficile. Et de cette difficulté même va naître la contre-attaque. Ce sont d'abord les ouvriers des organismes de distribution nationalisés qui effectuent des ventes directes en court-circuitant les commerçants en grève. C'est aussi la saisie des stocks qui fait apparaître dans les quartiers populaires des produits qu'on ne trouvait plus qu'au marché noir. Quelles que fussent les difficultés économiques de l'unité populaire, une classe d'accapareurs et de spéculateurs avait décidé d'avance de détourner à son profit les produits de consommation. C'est contre eux qu'avaient été créés les RAPS. Dénoncés par la droite comme discriminatoires et sectaires, c'étaient des organes de planification locale qui collaboraient avec la distribution d'État pour ravitailler les quartiers. 310 paquetes de té, alimento para niños 53 cajas, todo comido por ratones. Dès le début de la grève, les RAPS deviennent des points de ralliement. Une idée s'y concrétise, la population est capable de prendre en charge certaines tâches qui la concernent directement. Cette idée avait pris forme depuis longtemps chez les pobladores, les sans-logis campés autour des villes. La démocratie chrétienne était encore au pouvoir quand, au contact de certains militants révolutionnaires, et particulièrement du MIR, ils avaient commencé à se politiser. Traditionnellement oubliés par les partis, toujours en bagarre avec les autorités, ils avaient appris à compter sur leurs propres forces parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils avaient construit leurs écoles, installé leurs dispensaires, organisé leur ravitaillement, assuré leur protection. À l'époque de l'utopie communautaire de Frey, ils inventaient une autre sorte de communauté. Y con el espíritu unitario que hemos llegado hacia la conquista de este terreno, tenemos que luchar y mantener esta unidad hasta lograr nuestro objetivo fundamental. Gracias.
Chez les étudiants et lycéens de gauche, la défense de l'unité populaire prend la forme du travail volontaire. Une partie des facultés et des écoles se mobilise pour assurer des tâches de répartition. La participation proportionnellement la plus massive est celle de l'université technique qui, un an plus tard, sera un des bastions de la résistance au coup d'État. Le bombardement y fera plusieurs centaines de morts. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto va toda la estudiantina, son químicos y doctores. À Santiago, les étudiants de droite réoccupent les bâtiments universitaires. À ce détail près que la grève qu'ils soutiennent est faite par des patrons et pas par des ouvriers, l'illusion est presque complète. Et la jeune bourgeoisie chilienne s'offre le luxe d'un mai 68 à front renversé. Ainsi, tout le monde a parfaitement joué son rôle, du camionneur à l'étudiant, et pourtant, le front n'avance plus. Mais l'acteur qui va bouleverser le scénario et qui va infliger à l'offensive d'octobre sa riposte la plus saisissante, c'est celui que les stratèges du jeu de Politica n'étaient apparemment capables ni de définir, ni d'analyser, le prolétariat. Aquí esta casa la he dedicado para tener reuniones con los compañeros, cuando se quitaron los fondos. ¿Ah? Y estoy dispuesto a que se quite todo, nosotros, todos los compañeros campesinos, no los oponemos, estamos dispuestos, si hay que quitar 100 fondos más los quitamos para el gobierno, para que, o sea, para los chilenos, no para el gobierno, para los chilenos, los trabajadores. Nosotros ya hemos tomado esta determinación de tomar los predios y las empresas, jamás nunca volverán nuevamente a sus propietarios. Las defenderemos hasta la muerte. Porque nosotros ya no queremos que un grupo nomás en nuestra patria sea privilegiado. Si nuestra tierra los vio nacer a los chilenos, de que no sea el privilegio para algunos nomás. Occupation de terre à la campagne, occupation d'usine à la ville, ce sont deux formes de la réponse d'octobre. Elles prouvent que l'offensive de la droite n'a fait que fouetter le tonus révolutionnaire d'une partie du prolétariat. Avancer pour consolider avait été le mot d'ordre de Pedro Vuskovic, proche des socialistes. Depuis juin, le ministère de l'économie est confié au communiste Millas avec une nouvelle ligne, consolider pour avancer. Elle a pour conséquence de ralentir le rythme des nationalisations et des contrôles d'État. Et Millas accuse volontiers l'impatience de la base ou des mouvements d'extrême gauche de faire le jeu de la droite. Le défi d'octobre déplace le problème. Il ne s'agit plus de neutraliser une bourgeoisie en état d'insurrection ouverte et les travailleurs prennent l'initiative. 300 nouvelles entreprises passent sous contrôle ouvrier. Dans de nombreux cas, des industriels qui voulaient obéir aux ordres du gremio patronal et fermer l'usine en sont empêchés par leur personnel. Mis en face d'un problème de survie économique, les éléments les plus conscients de la classe ouvrière voient clairement l'enjeu et la bataille pour la production s'identifie totalement à la bataille politique. Inmediatamente, cuando supimos que estos señores transportistas se habían votado en huelga, pensamos que inmediatamente una maniobra en contra del gobierno. Entonces, de inmediato nos reunimos y tomamos la precaución del caso, debido a que nosotros somos del área social y teníamos que cuidar la empresa. Aquí, compañeros, tenemos un comité de vigilancia para resguardar sábado y domingo, todos los días festivos, la industria. En ningún momento la industria queda sola. No, o sea, el comité de vigilancia estuve, pero no participé en ello. Participé en otras medidas de seguridad y de partido, vigilancia en industria, poblaciones, servicentros y camiones también. La forme la plus originale de la mobilisation ouvrière est la création des cordons.
Ce sont des regroupements de travailleurs d'une même zone industrielle. Parallèlement au maintien de la production dans les entreprises, où beaucoup d'ouvriers découvriront leurs propres compétences, les cordons réalisent une organisation de classe d'un type absolument nouveau qui n'épouse les contours d'aucune formation politique ou sociale. On y trouve des travailleurs syndiqués et non syndiqués, des membres des RAPS et des centres de maires, des employés et des marginaux, des militants du PC et du MIR, et même de la démocratie chrétienne. De la situación nuestra es que nosotros aquí estamos trabajando a conciencia. Todos los compañeros trabajamos a conciencia, pero hay gente que no quiere que este proceso salga adelante. Dentro de nuestros propios compañeros que no quiere que el proceso camine. Los que siempre fueron contrarios a nosotros ahora están sobre Escobrín. Aparece como defensor de los trabajadores. ¿Y quién es? Es un comité gremialista dentro interno de industria para atajar todo lo que nosotros queremos hacer. Si hay un parlamento de participación no se ha aprobado es por culpa de ellos mismos. Ellos reclaman participación y cuando hay que hacerlo, ellos echan para atrás esto, discuten y tratan de atacar. La burguesía fue el que mantuvo en la ignorancia a todos los trabajadores. Y eso está claro. ¿Por qué los trabajadores no andan, muchos trabajadores no tienen idea de lo que es política? Se dicen apolíticos, pero no saben que todo es política, que hay que definirse. Y los trabajadores, para organizarse, se tuvieron que unir. ¿Y en base a qué se unieron? Empleando justamente, las organizaciones han funcionado en base a los partidos políticos. Y los partidos que están en este momento con la Unidad Popular son los que han estado siempre con los trabajadores. No esos partidos en la oposición donde han usado a los trabajadores, como tenemos el caso de la democracia cristiana. Crearon ese paternalismo para usar a los trabajadores. ¿Usted qué opina de lo que acaba de decir el compañero? Estaría de acuerdo en estos casos con el compañero. ¿Es político o apolítico? Político, no me meto yo, no voy para ningún lado ya. No. Están siendo utilizados para ir en contra del proceso. Están trabajando, lo están engañando para estar en contra del proceso. Ahora la gente abrió los ojos y se da cuenta que no son los de antes, que antes lo hacían leso, los engañaban como querían. Pour diffuser une image exacte de leur lutte, les cordons publient leurs propres journaux, alimentés en grande partie par les rapports des correspondants ouvriers et paysans. Ils sont les véritables héritiers de ceux que Réka Barren imprimait sur sa presse à main au début du siècle, quand le mouvement ouvrier commençait de s'organiser. Ils informent, ils caricaturent, ils transmettent des consignes. Et le thème du pouvoir populaire grandit à mesure que les travailleurs, en accumulant les expériences, se rendent mieux compte de leurs forces. Le 2 novembre, Allende annonce la formation d'un nouveau gouvernement. À côté des deux principaux leaders syndicaux, 3 militaires en font partie. Le général d'aviation Sepúlveda, le général Prats, dont le loyalisme est connu, et le contre-amiral Huerta, futur ministre des Affaires étrangères de Pinochet. C'est une façon de signifier aux grévistes l'alliance par le haut entre forces armées et classe ouvrière. C'est aussi une porte ouverte à la négociation. Villarine et ses copains sont reçus par Prats et la grève prend fin le 6 novembre. Classiquement, chacun chantera victoire. Mais il est certain que l'offensive de la droite a échoué. Il est aussi certain que l'épreuve d'octobre s'est terminée sur le terrain des luttes par la montée du pouvoir populaire et au gouvernement par l'entrée des militaires. ¡Guardia, atención! L'armée chilienne s'est fondée sur une tradition étrangère. Au XIXe siècle, ce sont les officiers prussiens qui lui donnent sa doctrine, son style et jusqu'à son uniforme.
est-ce que les services secrets américains ne seraient pas tentés à encourager certains éléments des forces armées chiliennes à fomenter un coup d'État contre le gouvernement de M. Allende, qu'ils peuvent juger comme hostile, si vous voulez, aux intérêts américains? Non, monsieur, les services secrets d'intelligence des États-Unis n'ont pas accès à des forces armées. En conséquence, c'est impossible de stimuler un coup d'État de part de l'armée. Donc, vis-à-vis du gouvernement de M. Allende, vous continuez votre travail de la même manière qu'auparavant? Oui, de la même manière, naturellement. Le général Canales quittera l'armée en septembre 72 après sa participation à un complot d'officiers prévu pour appuyer la grève d'octobre. L'attitude des forces armées par rapport au gouvernement de la unité populaire, c'est la même que nous avons eue pendant toute l'histoire de Chili. Les forces armées chiliennes sont essentiellement apolitiques. C'est ça notre tradition historique et notre tradition militaire. Nous sommes apolitiques, les forces armées sont constitutionnalistes et légalistes. Sont forces armées essentiellement professionnelles. La neutralité politique des forces armées chiliennes est le mythe le plus assidûment entretenu par elles-mêmes. Pourtant, si des réformateurs et même des révolutionnaires sont sortis de leur rang, ce qu'on voit dans l'histoire du Chili ne les distingue guère de ce qu'elles sont dans le reste de l'Amérique latine. Une force répressive au service de l'État qui se retourne parfois contre l'État quand ses intérêts de caste sont menacés, mais qui sévit contre le mouvement populaire chaque fois qu'il met en danger le pouvoir de la bourgeoisie. La vie de Clotario Blest, premier président de la centrale syndicale unifiée, se confond avec l'histoire de la répression. Desde que hay noticias en Chile de tipo histórico, la clase trabajadora no ha sido nada más que golpeada y masacrada. Por eso que realmente la derecha, la oligarquía económica, tiene una insolencia y una frescura para hablar del legalismo y la democracia realmente abismantes, ¿no? Ellos, cuando estaban en el poder, han sido implacables con la clase trabajadora. Implacables. Murieron 3.600, uno tras otro. 3.600 mataron, uno tras otro. La escuela Santa María fue el exterminio de vida que se moría solo alarido. 3.600 miradas que se apagaron, 3.600 obreros asesinados. Pasábamos continuamente en la cárcel, todos nuestros compañeros, todos nuestros dirigentes, metidos en la cárcel, golpeados y tratados en la forma más indigna. Nosotros vivimos hasta el año de Jorge Alessandri realmente bajo un régimen de terror para la clase trabajadora. Solo hace poco, el periodo Frey, cuántos compañeros nuestros, una juventud selecta y de extraordinaria capacidad, fue sacrificada, torturada y masacrada. Comme les mineurs de cuivre d'El Salvador en 1967, 2 femmes et 6 ouvriers tués, 37 grièvement blessés par l'armée envoyée sur ordre du ministre démocrate chrétien de la Défense. Difficile de parler de la neutralité des forces armées aux pobladores d'Herminda de la Victoria, de Puerto Montt, où il y aura 8 morts, œuvre du groupe mobile. L'utilisation de ce corps spécial de répression par la démocratie chrétienne fera du ministre de l'Intérieur Pérez Sujovic l'un des hommes les plus haïs du Chili. Mais à côté de la face répressive, la face séditieuse. En 1969, un an avant l'unité populaire, le régiment Tacna de Santiago occupe sa caserne en signe de rébellion. À sa tête, une vieille connaissance, le général Viau. Llegué a Santiago en la tarde por avión de un día 20 de octubre de 1969.
Y al día siguiente, el 21 de octubre, a las 6 de la mañana, asumí el mando del regimiento Tacna, unidad a la cual se unieron la Escuela de Suboficiales, Batallón de Tanques, el Batallón de Intendencia, la Academia de Guerra, la Academia Politécnica Militar y otras unidades. Toutes ces forces réunies ne suffirent pas à faire basculer l'ensemble de l'armée et on négocia. Défendant la thèse des intérêts strictement professionnels des militaires, Viau signa avec Frey un accord qui entraînait la démission du ministre de la Défense et l'engagement du gouvernement de trouver une solution aux problèmes soulevés. Sur le plan judiciaire, Viau s'en tira avec une condamnation de 3 mois de prison avec sursis. Les organisations ouvrières avaient pris la chose avec moins d'élégance. La centrale syndicale appelait à la grève générale. Et son président communiste, Luis Figueroa, déclarait « Nous ne faisons pas la grève générale pour défendre des gouvernements occasionnels. Une grande unité populaire est en train de se former. » C'était bien le message qu'avaient perçu certains secteurs de l'armée encore politiquement analphabètes, mais qui allaient affiner leurs analyses et leurs techniques au contact d'une grande puissance. Les relations entre l'armée chilienne et les États-Unis prennent d'abord la forme des traités de défense de l'hémisphère américain contre une menace militaire étrangère que le pacte d'aide mutuelle de 1952 nomme sans vaine précaution oratoire. Il s'agit de l'Union soviétique et du camp socialiste. C'est sous le signe de la guerre froide que s'établissent les pactes d'assistance technique encore en vigueur aujourd'hui. La doctrine Kennedy introduit le concept d'ennemi intérieur. À Panama, l'école de l'armée des Caraïbes devient l'école des Amériques. C'est là qu'apparaissent dans la pratique les notions de contre-insurrection, de subversion. C'est de là qu'est préparée et dirigée la lutte contre les guérillas. Cet entraînement, en principe, était une aide technique à des nations souveraines, mais dès son discours inaugural, Kennedy avait clairement précisé qui était le patron. To our sister republics, south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers.